C'est parti. Bonjour, je me présente, Philippe Comte, je travaille chez IBM et vous êtes dans la session donc comment développer des applications cognitives avec IBM Watson, Engagement Advisor et Bluemix. Alors tout de suite, Watson, c'est un ensemble de technologies, donc par défaut, je parlerai de Watson, mais il y a plusieurs technologies sous cette ombrelle et donc un certain nombre de facilités qui sont disponibles que j'exposerai dans le cours de ma conférence. Quelques mots pour dire d'où je viens. Donc, je suis basé à Nice, enfin à La Gaude exactement près de Nice, donc entre mer et montagne, où IBM a un centre de solutions métiers, c'est-à-dire qu'on emploie les technologies IBM sur des cas d'usage pour différents domaines économiques. Et j'ai longtemps travaillé dans le domaine donc du secteur public, le secteur social et les Smarter Cities. Donc là, depuis un an, je travaille en support des partenaires ISV dans le domaine du Business Analytics, dont fait partie la famille Watson, les produits Watson. Les principaux points de ces 50 minutes, d'une part, un bref rappel sur le projet Watson vu par IBM, ensuite une démo, et puis l'explication de la démo avec la construction du projet côté Watson et côté Bluemix. Alors, tout d'abord, y a-t-il encore des frontières dans le domaine de l'information, dans le domaine du développement informatique? La réponse est oui. Vous avez vu assister à des conférences sur le big data, des conférences sur la mobilité, des conférences sur l'analytics. Il y a d'autres frontières qui mettent en jeu davantage l'humain. Alors, soit du côté de l'humain étendu, le transhumanisme, donc où on voit des machines qui vont être capables de rendre chez Google les hommes éternels. C'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, c'est en tout cas un objectif qu'il se fixe. On voit également des cœurs artificiels, donc c'est réel, c'est bien une machine qui vient compléter l'homme. On voit des implants rétiniens, donc on voit dans ce courant-là l'homme complété par la machine au plus profond de lui-même. Il y a le revers de cette activité-là, qui est comment donner aux machines, comment donner au système, alors pas forcément forme humaine, mais en tous les cas une meilleure capacité de dialogue avec les êtres humains, notamment pour leur permettre d'être des assistants plus efficaces que les assistants qu'on trouve aujourd'hui, qui sont intéressants, mais qui peuvent être améliorés, et c'est l'objectif de l'environnement de Watson. Alors régulièrement, IBM fixe à son département de recherche des objectifs, avant qu'ils soient atteints, ils sont ambitieux, des objectifs donc intéressants, comme dans les années 90, le fait de développer un programme de recherche, programme de jeu d'échecs qui aurait pu battre les champions de l'époque, et ça a été atteint en 1997 avec Deep Blue. Donc on voyait la capacité d'un ordinateur à raisonner comme un joueur d'échecs pour mener des parties et les gagner. Et puis, dans les années 2000, on a préparé un programme qui est mentionné ici. Est-ce qu'on est capable de faire un système qui est capable de rivaliser avec la capacité humaine de rechercher, analyser, interpréter un très gros volume d'informations en temps réel et de proposer la meilleure réponse avec un degré de fiabilité et en moins de 3 secondes. Alors ça, c'est pareil, un challenge un peu compliqué. Ça reste toujours un challenge compliqué pour la mettre en place dans la vie de tous les jours. Et sur ce domaine-là, aux États-Unis, ils ont trouvé l'équivalent du champion d'échecs, c'est les champions du jeu Jeopardy, qui est une sorte de question pour un champion inversé, c'est-à-dire qu'on fournit une réponse et il faut trouver la question qui correspond à cette réponse. Alors, par exemple, ici, l'indice qui était donné, c'est qui a écrit Dracula, et il fallait répondre « Who is Bram Stoker ?» qui est l'auteur de cette nouvelle. Watson a concouru, Watson a gagné dans une session donc, contre deux des candidats les plus titrés, les plus célèbres de ce jeu. C'était très bien au niveau de la technologie, ça a pu créer un petit flou sur les capacités de l'outil lui-même en donnant l'impression qu'il est capable de répondre à tout
tout le temps, surtout. Donc, dans ce contexte-là, il avait effectivement de grandes capacités, mais ce n'est pas l'objectif d'être capable de répondre dans tous les domaines. Au contraire, on va le voir sur l'implémentation des services qui sont proposés à présent. Il s'agit plutôt de cerner des domaines particuliers, mais par contre d'avoir une grande expertise dans ces domaines pour devenir de réels assistants, de réels appuis des êtres humains donc, qui pourraient utiliser ces services. L'informatique donc évolue. L'informatique classique qui avait été utilisée pour les recensements aux États-Unis, donc avec les tableaux Lorite au début du siècle. Ensuite, l'informatique programmable, dans laquelle on est encore largement avec les différents langages de programmation que vous connaissez. Et puis, au niveau du développement, une sorte de nouvelle barrière de développement, entre guillemets, une nouvelle façon de développer, essayer de permettre à la machine de proposer des réponses, de proposer des éléments qui ne sont pas forcément codés ou compris dans la question. Hein. On passe du SQL et des tables où les éléments sont déjà compris stockés dans des endroits bien précis, à une capacité pour la machine de prendre une sorte d'initiative basée sur des statistiques, basée sur un entraînement, basée sur une forme différente de préparation. Alors, un point très important sur lequel on insiste vraiment beaucoup, il ne s'agit pas de faire des robots remplaçant les hommes, il s'agit au contraire de faire des robots assistant les hommes. Hein. On a d'ailleurs un partenariat avec une société qui s'appelle Aldebaran, enfin SoftBank Robotics, où on montre bien que ces environnements sont destinés à appuyer une action commerciale, aider une infirmière, aider un chercheur dans son travail. Ce ne sont pas des gens qui vont, des environnements qui sont, en tout cas pour l'instant, capables de remplacer, mais par contre, ils peuvent apporter une aide sur des travaux où ils ont une valeur ajoutée importante, enfin une capacité significative. Alors, pour aborder ce domaine-là, donc c'est un domaine qui est basé bien sûr sur l'informatique, mais pas uniquement, puisque c'est un domaine donc, qui traite de ce qu'on appelle... Alors le mot est un peu... Il sonne franglais, mais apparemment il est dans les dictionnaires français aussi. Donc la cognition, qui est l'ensemble des éléments qui s'intéressent à la connaissance, hein, au processus lié à la connaissance, versus les processus liés à tout ce qui est le domaine affectif. C'est-à-dire que la crainte du robot échappant à ses maîtres et commençant à avoir des affects, des émotions, elle est pour l'instant donc vraiment mise de côté, puisque là on en est à peine à chercher à permettre au système, d'avoir les moyens, les capacités d'acquérir des connaissances de façon un peu plus automatisée. Donc c'est tout le domaine de l'apprentissage automatique, un machine learning, c'est le domaine donc de tout cet environnement-là. Et en prenant, et c'est très important aussi, en prenant comme modèle l'apprentissage humain. Donc la capacité de parler avec le robot, la capacité, enfin le robot, le système, la capacité d'apprendre, la capacité de répondre à des questions qui n'ont pas déjà été posées, donc d'avoir une forme d'intelligence de l'environnement. Et pour l'instant, on n'en est pas encore à la reformulation. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'étape intermédiaire où on est capable de régurgiter ce qui a été appris, même si la question a été modifiée, mais on n'est pas capable de la reformulation, ce qu'on demande aux écoliers ou aux collégiens, de lire un texte et de le reformuler avec des mots différents. Pour l'instant, l'organisme, le système n'est pas encore capable. Donc on va essayer de mettre en place ces systèmes cognitifs, donc qui vont être plutôt complexes, donc pour traiter l'information en acquérant, en la mettant en œuvre et en transmettant des connaissances, donc qui est l'objectif très important. Dans un contexte de questions-réponses, donc ça veut dire qu'il y aura la capacité donc à comprendre le langage qui est exprimé. Alors aujourd'hui uniquement en anglais, mais donc on a déjà entamé la traduction en japonais, enfin pas la traduction, l'adaptation au japonais et l'adaptation à l'espagnol et au portugais dans le cadre de contrats particuliers. C'est-à-dire que ce projet se développe au fur et à mesure qu'il y a des opportunités. Ça représente un investissement significatif de l'adapter à non pas une langue, mais presque une culture, et donc c'est fait au fur et à mesure que des projets importants, des projets majeurs voient le jour. Donc on est bien dans un domaine scientifique, mais avec des domaines également littéraires, hein, la philosophie, la linguistique, la psychologie, enfin des domaines qui ne sont pas uniquement des domaines de sciences dures.
Pour atteindre le résultat qui est fixé, à savoir donc comprendre le langage naturel, donc il va y avoir une interface. Alors aujourd'hui, souvent on présente des démonstrations avec une interface où la question est écrite, mais bien sûr il y a toute la capacité et tout l'intérêt de la reconnaissance vocale derrière. Il y a toute la difficulté de saisir si cette interrogation, cette question est à un niveau de langage familier ou au contraire plus formel. Mais on peut donc avoir cette capacité à le système peut avoir la capacité à comprendre plus finement les questions qui lui sont posées. Et comme il l'avait démontré d'ailleurs dans Jeopardy. Ensuite, la question étant prise en compte, il y a des technologies classiques de moteurs de recherche sur le corpus dont il dispose, sur l'ensemble de documents dont il dispose, et puis des évaluations, des analyses qui sont faites pour fournir des propositions de réponses en interne avec progressivement donc un classement de ces réponses et la construction d'un index de confiance qui permet ensuite de faire apparaître les réponses les mieux classées. Non seulement les réponses, mais également les références. Alors, en anglais, ils utilisent le terme d'évidence, de preuve. En tous les cas, on est capable de remonter aux documents qui ont servi à la réponse pour essayer de bien comprendre pourquoi ce bout de paragraphe qu'on a comme réponse, d'où il vient et qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il a été choisi. Un point important dans cet environnement, j'ai parlé de corpus, j'ai parlé donc d'une base de connaissances. Cette base de connaissances, elle est aujourd'hui fermée, c'est-à-dire qu'elle est dans un esprit d'expertise. Donc on essaye d'avoir dans cette base de connaissances des éléments qui sont vérifiés, parce qu'évidemment un système il serait comme un être humain auquel on dirait deux choses contradictoires. La voiture est blanche, la voiture est verte, de quelle couleur est la voiture? Pour un système ça devient un petit peu délicat. Donc les voitures pourraient être de toutes les couleurs, mais s'il y a une vérité, vous pouvez prendre la retraite à 65 ans, vous pouvez toucher 10 000 € de prime, vous pouvez ceci. Il ne faut pas qu'il y ait de contradiction à l'intérieur des documents. Ça rend la réponse plus difficile. Donc il y a besoin d'une analyse humaine pour rentrer dans ces corpus des informations qui soient vérifiées pour éviter de sortir des choses qui seraient inexactes. Donc, la comparaison toujours avec une interaction avec un être humain. Donc, dans le moteur de recherche, c'est pas qu'il n'est pas un être humain. Donc, le moteur de recherche, on lui pose une question, on essaye de définir non pas en langage naturel, mais plutôt des mots-clés. Et les mots-clés sont retrouvés donc par l'outil. Ils sont placés avec les documents qui les contiennent. Et cette liste de documents est remontée et à la personne qui cherche de regarder l'intérêt de documents, ce qui peut l'intéresser. Très souvent, il y a des choses très pertinentes, mais il y a eu cette étape complémentaire d'analyse et de recherche. On a recherché, on a trouvé des points d'entrée, mais il faut, pour avoir la réponse, rentrer la plupart du temps dans les documents. Donc il y a un travail important aussi à faire de la part du demandeur. Avec les systèmes donc, de type cognitif, la question... Alors, poser en langage naturel, c'est pour ça que la partie vocale est intéressante. Si on écrit naturellement, on mettra des mots-clés. Si on parle naturellement, on posera une vraie question comme si on s'adressait à un être humain. Et l'expert, donc le système expert, va comprendre la question, examiner donc lui aussi les réponses possibles, et il va rentrer dans un mode d'évaluation en fonction du domaine donc, dont il a la connaissance, et puis de l'entraînement, et on verra comment on l'entraîne, de l'entraînement qu'il a pu subir. Toutes ces réponses donc, sont classées, un niveau de confiance est fourni, et puis il fournit... Alors, au début et dans les tests, on fournit plusieurs réponses pour voir et pour mieux comprendre où l'entraînement peut pêcher, mais la cible, c'est de fournir une réponse. C'est de dire, voilà, quelle est la couleur de la voiture? Elle est verte à 100%, parce que les documents que j'ai me permettent de dire qu'elle est verte à 100%. Donc, c'est des choses qu'on va voir ensuite dans l'entraînement de Watson. Et on a donc cette étape qui raccourcit vis-à-vis du demandeur le temps entre la question et la fourniture de la réponse. Alors, c'est une architecture donc, qui va être
réalisés de façon massivement parallèle. Donc, bon, il y a différentes étapes. Alors, on appelle ça le pipeline. Hein, donc, on va analyser la question, on va générer les hypothèses, collecter et évaluer les références, l'analyse et la combinaison pour définir un indice de confiance. Hein, et donc, on a tous ces éléments qui se... Alors, c'est là où la puissance, évidemment, de la machine est importante, mais elle compense, entre guillemets, des mécanismes humains que même des enfants utilisent pour simplifier la réponse à un stimulus. Hein. Donc la machine est obligée de beaucoup travailler pour faire certaines choses qui sont faites beaucoup plus naturellement. Alors je ne dis pas forcément simplement, puisqu'on en est à peine au niveau de la compréhension du cerveau humain au balbutiement, mais qui sont faites beaucoup plus simplement par les êtres humains. Voilà. Donc là, j'ai fait un balayage rapide de cet environnement Watson. Au niveau des offres commerciales, on le désigne sous plusieurs noms. Enfin, il y a plusieurs cibles. Hein. Une cible qui est sur la recherche. Donc, il y a eu des articles dans Le Monde récemment avec Watson Discovery Advisor qui va aider à chercher dans des grosses bases de documents les chercheurs, notamment en médicaments ou sur les maladies, pour trouver les relations, les éléments importants dont ils peuvent avoir besoin. Donc, un petit nombre de demandeurs sur de très grosses bases d'informations. Ou à l'inverse, et c'est le produit que je vais présenter ici, Watson Engagement Advisor, qui est un grand nombre de demandeurs sur un corpus beaucoup plus... potentiellement un grand nombre de demandeurs sur un corpus beaucoup plus limité pour fournir des réponses bien précises dans un domaine donné. En ce qui concerne la livraison ou la fourniture de ces services, là aussi on a fait un pas. Donc IBM était connu pour ses services installables sur des machines dans des centres informatiques. Là, tous ces environnements est avant tout fournis par le cloud. Donc ce sont des services qui sont appelables par des API, et ces API sont disponibles pour les exemples, en tous les cas, ou pour démarrer ou pour se familiariser avec, sur Bluemix, pour lequel il y a donc des sessions qui ont été réalisées ici, et encore une autre session qui sera réalisée cet après-midi à 13h. Donc, un environnement qui ne s'installe pas dans son ordinateur, mais qui est accessible par le cloud. Dans certains cas particuliers, alors en lié avec des problèmes de sécurité sur les données ou de confidentialité des données, il a pu être envisagé de l'installer notamment dans certains hôpitaux, mais évidemment le bénéfice du cloud, c'est que dans cette étape, dans cette phase où les choses vont très vite, où les innovations, les améliorations viennent très rapidement, le fait d'accéder aux services permet d'en bénéficier beaucoup plus rapidement que si on doit soi-même changer faire changer en tous les cas ses applications informatiques sur ses propres serveurs. Alors, un exemple que je vais présenter, ça traite du domaine de la retraite. Alors, je vous dis que j'avais travaillé donc sur l'environnement donc du secteur social. Donc, la retraite, c'est un environnement qui intéresse a priori des gens plus âgés, mais qui a intéressé également tous des hommes politiques récemment pour changer les règles, retraite plus tard, retraite diminuée, etc. Donc les choses bougent énormément dans ce domaine, et un certain nombre il y a beaucoup de demandes sur alors, donc, quelle est la règle qui s'applique à moi. C'est également un élément très à la croisée des services financiers, puisque qui dit retraite dit fonds de pension, dit économie, donc dit banquiers ou assureurs qui viennent proposer différents services, différents investissements, et ces éléments donc, peuvent également les intéresser. Watson est un littéraire, enfin cette version de Watson est je vais l'appeler littéraire, donc il va répondre à des questions par du texte. Donc s'il y a des calculs à faire, s'il y a des opérations d'évaluation de l'investissement, etc., ce sont d'autres modules que celui que je présente là qui seront utilisés en complément de celui-ci. Alors, voilà. Donc l'interface utilisateur a été simplifiée au maximum pour se concentrer sur les questions. Donc là, j'ai la barre dans laquelle va s'inscrire la question, le bouton pour interroger Watson, et ici la capacité donc d'activer la reconnaissance vocale. Donc je vais lui parler. At what age can I retire?
en Angleterre, bon, donc ça donne l'ensemble des éléments donc, qui peuvent être utiles. Ils ont changé les règles récemment pour obliger les femmes à prendre leur retraite à 65 ans et les hommes encore plus tard. Donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent être similaires dans notre pays. On voit donc apparaître la notion de confiance. Hein, donc là, il s'agit bien d'âge de retraite, etc. Et on peut avoir le document sur lequel donc, on s'est basé pour avoir plus de précision sur les informations donc, qui ont été procurées. Il y a donc ici 89%. Il y a ici un document qui a un classement beaucoup plus faible, 12%, parce que j'ai dit, dans mon contexte, à quel âge je vais pouvoir prendre ma retraite, je ne vais pas préciser autre chose, mais le système a pu comprendre aussi à quel âge on prenait sa retraite, notamment quand les systèmes de retraite ont été mis en place. Et là, on voit que en 1909, c'était 70 ans. Donc, on fait un retour vers le passé, progressif, mais assuré, dans cet environnement britannique. Un autre élément qui intéresse beaucoup les Britanniques, c'est de prendre leur retraite soit en Dordogne, soit au Maroc, soit en Grèce, donc de voyager. Donc, une question qui se pose souvent, c'est Can I retire abroad? Et ils ont la bonne surprise de savoir que leur pension de retraite pourrait être payée à l'endroit où ils veulent, à l'endroit où ils vivent, avec un tout petit caveat cependant. Ils seront augmentés que s'ils vivent dans la zone économique européenne ou en Suisse, mais s'ils sont ailleurs, ils la touchent, mais un tarif qui est gelé. Donc une dernière question. Alors la vie moderne donc, amène des gens à avoir éventuellement plusieurs couples. What happens to my pension if I divorce? Et là, donc, il répond à cette question sur le fait que, suite à un divorce, donc la pension est considérée comme un des actifs du couple et qu'elle sera partagée entre les deux membres, les deux personnes. Donc là aussi, une confiance forte, hein, donc avec les compléments, comme je évoquais tout à l'heure, et puis sur d'autres, donc les questions qui venaient après, avec une confiance beaucoup plus faible et qui étaient moins directement reliées à la réponse attendue. Voilà. Donc, l'idée de pouvoir dialoguer avec un système et d'avoir de vraies réponses et non pas simplement d'aller chercher soi-même la réponse plus loin. Alors, ce qui a été mis en place pour ce système, donc deux gros éléments. La partie Watson, hein, donc le back-end dans lequel ont été chargés les documents et gérer donc l'entraînement du système Watson par un ou plusieurs experts du domaine, donc plus ou moins donc un certain nombre de personnes, donc plus ou moins important selon la taille du projet. Et l'autre élément, c'est Bluemix. Donc à l'intérieur de Bluemix, j'ai développé donc une application, enfin j'ai réutilisé plus exactement une application Node.js qui active les API de questions-réponses, la DeepQA API de Watson, pour poser les questions et récupérer les réponses. Alors, pour exploiter la totalité des services IBM, j'ai stocké les programmes dans les Bluemix DevOps Service. Donc, on verra ensuite cette IDE donc, sur le web. Alors, regardons donc côté Watson. Chose. Seconde. Ah. Bon, une sorte de blocage. En toute petite seconde, donc je vais
rallumer la machine. Bon, ça arrive. Ok, donc je retourne ici, voilà. Donc là, je vais... j'ai probablement dû perdre la connexion Internet. Bon, alors on va faire dans l'ordre. Voilà. La connexion Internet a l'air OK. Bon, alors, on va profiter de ce qui marche pendant ce temps-là. Donc, ce qui marche pendant ce temps-là, c'est la même chose que je veux démontrer donc, sur l'environnement Watson. C'est l'API Question and Answer au niveau de l'environnement Bluemix. Donc cet environnement Bluemix va vous proposer deux corpus, un corpus Healthcare et un corpus Travel. Donc le corpus, c'est ce que je vous montrerai, la fabrication de cet environnement que je vous montrerai tout à l'heure. Et vous avez donc des exemples de questions avec enfin, vous posez les questions que vous voulez. Et puis il y a un certain nombre de réponses qui sont fournies. Par exemple, who is at risk for diabetes? Et on a Watson qui va chercher la question et qui fournit des réponses avec les indices de confiance qui sont fournis ici, ainsi que l'appréciation de la part de l'utilisateur. Cet environnement Bluemix donc vous permet d'accéder à ces services et de entre guillemets, vous faire la main sur cet environnement pour commencer donc à gérer ce système. Alors, je vais le rappeler. Voilà. Donc, il arrive. Le voici. Donc, j'accède à cette console. Sur cette console, donc, il y a un certain nombre de possibilités. On peut gérer plusieurs projets, si besoin, donc sur le même environnement. Sur le projet de la retraite en Grande-Bretagne, il y a trois éléments principaux donc, que j'ai évoqués. Le fait de gérer la base de connaissances, d'entraîner l'outil, et puis un élément de test donc, qui permet de compléter le travail. Alors, au niveau de la gestion du corpus, voilà. Donc, la gestion du corpus, elle consiste essentiellement, dans un premier temps, à trouver les documents pertinents par rapport au sujet qui nous intéresse. Donc ici, tout ce qui était... Alors, j'ai récupéré des documents concernant la retraite, l'histoire de la retraite, les annuités, les fonds de pension, enfin tous les éléments, ainsi que... Alors, ils ont encore un problème plus grave avec leurs forces armées, où ils ont changé les règles de façon assez drastique, qui font qu'il y a beaucoup de gens qui perdent énormément d'argent. Donc il y a un tas de questions importantes dans ce domaine-là également, sur les notions de crédit d'impôt. Enfin, donc tout ce qui pouvait concerner, tout ce qui pouvait éventuellement être la base de réponse à des questions que peuvent se poser les gens intéressés par ce domaine. Donc au niveau des formats, il y a bien sûr les fichiers Word, les fichiers PDF, les fichiers HTML. Et mon expérience personnelle est que ceux qui marchent le mieux, ceux qui fournissent le meilleur apprentissage pour le système, ce sont les fichiers HTML. Alors, peut-être que l'expérience n'est pas suffisante en termes de durée ou de quantité, mais
les fichiers les mieux structurés, hein, on parle d'informations non structurées, mais malgré tout, il faut revenir à une structuration quand on arrive au niveau des machines. Les fichiers les mieux structurés, donc avec des notions de titre, de chapitre, de titre de niveau 1, de niveau 2, niveau 3, de paragraphe, donc qui permettent à la machine de s'y retrouver, de même qu'un étudiant ou un collégien, si on lui donne le livre de maths ou le livre de français sans le moindre titre, sans le moindre page, sans le moindre paragraphe, il risque très fort de rien comprendre à la matière. Donc les machines sont presque humaines dans ce sens-là. Si on ne prépare pas des documents, ou si on n'utilise pas des documents qui sont structurés et dans lesquels on peut retrouver à telle page, tel endroit, telle information, on a beaucoup plus de difficultés. Donc l'idée qui est parfois avancée qu'il va suffire de déverser de l'information dans un système de ce type-là pour en retrouver facilement des réponses, elle me semble un petit peu délicate, puisqu'elle est, enfin, en tout cas, elle n'est pas prouvée à ce niveau-là de l'outil. Mais par contre, dès qu'on a préparé son information, on se retrouve avec vraiment des taux de réussite qui sont beaucoup plus importants. Alors, le point, une fois qu'on a stocké son information, à intervalles réguliers, donc on peut faire, ce que je ne vais pas faire là, on peut créer le corpus, donc qui est les documents analysés, pré-traités. Alors il y a 16 étapes, hein, donc je ne connais pas le détail, mais il y a 16 étapes qui sont mentionnées pour créer ce corpus et permettre donc d'avoir une base de connaissances préparée, prédigérée pour le système. Voilà. Une fois qu'il est créé, on a une fonction de déploiement. Hein, donc on prépare le corpus, puis on le déploie dans l'environnement de test, éventuellement ensuite dans l'environnement de production. Et une fois qu'il est déployé, il peut commencer à être utilisé, à être exploité. Donc on peut avoir un environnement donc, qui tourne, continuer à mettre à jour le précédent, enfin mettre à jour et préparer un nouveau corpus, et ensuite donc le déployer pour le valider. Alors la deuxième phase intéressante, c'est la phase d'entraînement. Voilà. Alors, l'entraînement, donc, c'est ce qui va être nécessaire pour pallier le fait que le système doit commencer à comprendre un certain nombre d'éléments, savoir apprécier qu'une question mise sous une forme A est la même que la question mise sous une forme B. Hein, donc, un certain nombre d'éléments qui peuvent être utiles pour permettre de s'y retrouver. On va poser une question et on va ensemble faire un exercice. Alors, la question donc qui est centrale souvent au niveau de la retraite, c'est combien je vais toucher. Ouais. Non. Voilà. Donc, c'est surtout pour illustrer donc le mécanisme. La première chose qui est proposée, c'est de regrouper cette nouvelle question avec une question déjà existante, hein, pour permettre de créer des clusters qui vont renforcer la connaissance donc des domaines abordés. Bon, là, apparemment, on me propose des clusters qui n'ont pas vraiment de sens. Hein. What is the state pension age par rapport à un combien? Non. Pour vivre à l'étranger. Une histoire avec... Alors, Watson est quand même plus confiant dans les deux premiers. Hein. Ils me disent, il y a quand même... Essaye, regarde. Donc, je vais peut-être regarder I plan to live overseas. Alors, il y a bien une histoire de quantité. Hein. On me dit que je serai payé là où je vis. Donc, ça peut répondre un peu à la question au match, mais pas exactement. Donc là, je ne vais pas choisir cet environnement et je vais passer à la deuxième étape, qui va être une étape où je vais trouver une réponse, donc parmi les propositions qui me sont faites. Hein, donc, parmi les propositions qui me sont faites, donc là, je vois plan your retirement, faites-vous conseiller. Je vois donc des private pensions, donc il y a un certain nombre d'éléments qui... et là, par exemple, je me dis, tiens, peut-être celui-ci, là. Check how much money you'll need when you retire. Et j'ai donc une proposition, hein, donc avec un paragraphe. Bon.
Et on voit que dans ce paragraphe, on mentionne effectivement le montant de la retraite par semaine pour une personne seule. Donc là, je vais dire que ça m'intéresse. Alors, hop. Mais l'écran est devenu plus grand que nécessaire. Attendez, je vais peut-être réduire quelque chose. Non, bon, ok. Donc vous me croirez sur parole. Il y a là la notion de sauvegarde. Peut-être avec. Non. Bon. Désolé pour cet élément. Donc on peut ensuite sauvegarder et on est ensuite donc on passera à l'étape suivante, donc qui va permettre de déterminer si cette réponse peut être validée par un expert ou pas. Le dernier élément qui est specify an answer, next, c'est alors un élément qui n'est pas conseillé en tous les cas dans la version qui m'est fournie, où carrément on va rentrer le morceau de phrase qu'on aimerait avoir comme réponse. Mais visiblement, ça devient trop spécifique, donc ça permettra d'avoir cette réponse-là pour cette question-là, et non pas pour un nuage de questions. Quand on a fini, donc on voit... Donc, voilà. Donc, on voit les questions donc, qui ont été posées. La question... que j'ai posée, donc elle a toujours besoin d'une réponse, needs answer, je regarde. Donc je vais, voilà. Et puis je peux donc l'éditer. Et et je retrouve le même environnement que précédemment. Donc si j'avais choisi, donc je vais essayer de voir si cette fois-ci on peut. Voilà. Bon, ok, non, j'arrive pas là. Voilà. Par contre, donc, au niveau des questions qui sont proposées, on peut... attendez, voilà. Qu'est-ce qui est passé encore ? Bon. Donc l'ensemble de ces questions qui sont proposées vont être soumises à un workflow qui va permettre de passer de l'étape la première personne qui répond à une deuxième personne qui va avoir la possibilité d'approuver en tant qu'expert, qui va valider que c'est bien les bons chiffres, qu'il n'y a pas eu de modification depuis quelques jours, etc. On va passer à présent dans la partie du programme lui-même. Donc pour le programme lui-même, il y a... alors, je vais aller rapidement. Voilà, il y a... dans le programme lui-même, il y a... Voilà, il y a donc sur Bluemix DevOps 3 grands modules. Le module donc app.js qui va démarrer le serveur web et le service Watson. Le service Watson dans lequel il y aura les appels API. Et puis un folder public dans lequel sont rangés donc 2 autres éléments, index.html et retirement.js, qui vont être plutôt concernés dans la présentation et par la présentation et par l'affichage. Donc voilà, donc là normalement, hop, si ça marchait, non, ça marche. Voilà, donc là je me retrouve dans mon environnement Bluemix DevOps Service. Je retrouve mon projet. Voilà,
à l'intérieur de ce projet, donc, j'ai bon, différents éléments, dont le manifeste, bien sûr, pour pouvoir déployer. J'ai ici, avec ce répertoire, les éléments qu'on a évoqués, à savoir app.js. Donc, un certain nombre de variables pour lancer le serveur web, les routeurs, etc. Et puis, l'appel au module Watson, donc qui va être le module qui va gérer les ressources REST. Le module Watson lui-même. Voilà. Donc le module Watson va demander un certain nombre d'éléments, notamment le endpoint qui est indiqué ici. Hein. Donc il y aura watsonios.com avec le numéro d'instance, hein, qui va permettre donc d'appeler l'experience manager. Le mot de passe, etc. La façon dont on pose des questions et dont on va formuler les requêtes API avec la possibilité donc de dire combien de réponses on veut et si on veut ou pas les références d'où viennent les questions. Donc voilà pour cet environnement. Et dans l'environnement public, donc, il y a un certain nombre de frameworks qui ont été utilisés, le module de reconnaissance vocale, le index HTML, donc l'index HTML, donc, dans lequel on va retrouver l'ensemble de la présentation, hein, Watson Sandbox, Retirement, etc. Les différentes utilisations des frameworks permettant l'utilisation donc du carrousel, et puis la capacité donc à faire la reconnaissance vocale. Voilà. Et voilà donc les éléments. Alors ces éléments, ils sont disponibles dans le programme lui-même, hein, ou une version donc très voisine du programme est disponible dans un site IBM qui s'appelle DeveloperWorks, où sous le nom de Watson Films Bluemix, il y a un exemple de ce programme qui est présenté et qui, combiné avec l'environnement Bluemix, les services Watson disponibles sous Bluemix, permet donc d'avoir ces appels et ces réponses donc par rapport au corpus donc qui sont préchargés concernant le voyage et la santé. Voilà. Donc ensuite, on peut passer sur la façon dont dans Bluemix les services Watson ont été mis en place. Dans les services Bluemix, il y a une grande séparation, un grand nombre de services qui ont été détaillés, entre guillemets, et notamment les services de la société Alchemy API qui complètent l'offre Watson dans le domaine de la reconnaissance visuelle. Voilà. Donc les services Watson donc, sont proposés sous forme très granulaire, hein, avec le service que j'ai utilisé, donc Question and Answers, mais il y a également des services en mode bêta pour la reconnaissance d'une langue, les services de traduction, des services de reconnaissance vocale, des services de transformation de texte en voix, des services plus analytiques, et puis des notions donc nouvelles donc de cognitive commerce, cognitive graph, cognitive insights, ainsi que visual recognition
et les API d'Alchemy qui permettent donc d'avoir cette reconnaissance. Voilà. La présentation que j'ai préparée donc, se termine. Donc, je suis à votre disposition pour des questions sur ce domaine ou sur les autres éléments donc, concernant ce sujet. Il y a des micros qui sont disponibles. Merci.